au Moyen-Orient et partout. Et l'Ukraine, dans tout ça, Kiev le sait, le conflit actuel détourne l'attention du monde. Le président Zelensky se bat donc pour que l'on n'oublie pas son pays, dont environ 20% du territoire est toujours aux mains des Russes. Avant de donner la parole à notre invité, les images avec Ludovic de Foucault. Les drones iraniens saturent les défenses des pays du Golfe. L'Ukraine envoie une équipe pour les conseiller. Confrontés aux mêmes engins Shahed, ces instructeurs ukrainiens d'une société privée expliquent l'intérêt des drones intercepteurs. La guerre est une question d'économie, nous le savons. Et si nous abattons un appareil moins cher avec un appareil beaucoup plus cher, l'économie ne joue pas en notre faveur. Mais si nous abattons l'engin ennemi avec une arme qui coûte 10 fois, 20 fois ou 30 fois moins cher, alors là, c'est intéressant, là c'est cool. Le monde a les yeux tournés vers le Moyen-Orient, mais avant d'entamer une mini-tournée européenne qu'il conduira notamment à l'Elysée vendredi, après Bucarest ce jeudi, le président ukrainien appelait ses alliés à maintenir la pression sur Moscou. La levée des sanctions reviendrait à reconnaître la légitimité de cette agression. On supposerait alors que tel ou tel État pardonnerait à la Russie ce crime. Lever les sanctions, c'est justement ce qu'espère la Russie qui veut profiter de la crise énergétique qui menace. L'émissaire du président russe Kirill Dmitriev a ainsi annoncé avoir tenu une rencontre productive ce mercredi en Floride avec les négociateurs américains, parmi lesquels Steve Witkoff, émissaire spécial de Donald Trump. Nous constatons qu'un nombre croissant de pays, y compris les États-Unis, prennent conscience du rôle clé de l'énergie russe, le pétrole et le gaz russe, pour garantir la stabilité des marchés mondiaux, ainsi que du caractère destructeur et inefficace des sanctions existantes contre le secteur énergétique russe. Selon le Kremlin, le prochain cycle de pourparlers entre délégations russes, américaines et ukrainiennes pourrait ne plus se tenir à Abu Dhabi en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient, mais à Istanbul. Volodymyr Zelensky a lui aussi évoqué la Turquie ainsi que la Suisse. Bonjour Olivier Weber, merci d'avoir patienté. Vous êtes écrivain, ancien diplomate et reporter de guerre. Vous étiez d'ailleurs en Ukraine le mois dernier. On avait déjà vécu cela finalement post-7 octobre 2023. Volodymyr Zelensky qui avait sommé ses alliés de ne pas oublier l'Ukraine. Cette relative mise à l'écart actuelle, elle est évidemment tellement difficile à accepter pour les Ukrainiens. Que peut faire dans ce contexte Volodymyr Zelensky? Attendre que la pression baisse? Oui, vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on alors vous entend très bien. Zelensky, bien sûr, est un peu coincé parce que, évidemment, une guerre, comme on dit avec ce vieux dicton, chasse l'autre guerre ou les autres guerres. En l'occurrence, là, nous avons deux guerres, deux grands conflits au Moyen-Orient, l'Iran et le Golfe Persique d'une part, deuxièmement le Liban, et bien sûr, le conflit en Ukraine passe en deuxième plan. Alors, deuxièmement, c'est un peu paradoxal, mais les sanctions économiques, évidemment, sont cumulatives depuis 2022, depuis 4 ans de guerre contre la Russie, et ça a commencé à fonctionner durablement en 2025 et en ces débuts d'année 2026, avec évidemment une banque centrale russe assez empêtrée, avec des taux d'intérêt élevés, une inflation importante, évidemment, et bien sûr l'économie russe qui est incapable d'exporter, y compris et d'abord ses hydrocarbures. Là, le fait que Trump demande à lever une partie des sanctions, en tout cas dans le temps, jusqu'au 4 avril, permet justement une sorte de soulagement pour l'économie russe et pour Poutine au premier chef, parce qu'il a besoin, lui, Poutine, de ses rentrées de royalties, de revenus sur les hydrocarbures, même si ça a été vendu à vil prix à l'Inde, à 60 $ le baril, on parlait même de 45 $ le baril l'an dernier de pétrole brut. Aujourd'hui, avec un cours mondial de 100, 110, 115, peut-être 120 demain, évidemment, les prix russes, s'ils bénéficient de cette levée de sanctions, vont augmenter. Évidemment, au bénéfice de l'Inde, peut-être de la Chine, qui se réapprovisionne autre part. Mais en tout cas, oui, c'est un peu la quadrature du cercle pour Zelensky. Cela dit, il vient à Paris aussi pour demander un soutien encore plus efficace de la part des Occidentaux, les Européens bien sûr et les Français, peut-être un peu moins les Américains, et deuxièmement offre ses services avec son armée et ses entreprises de high-tech, de haute technologie, vous savez, sur la fameuse lutte anti-drone contre les Shahed, donc les drones iraniens, les 101, les 136, les 137, qui sont quand même relativement efficaces, on va dire, dans cette guerre contre les pétroliers, mais surtout contre les infrastructures pétrolières dans les pays du Golfe. Donc ça s'appelle un Sting, une sorte de
piqûre d'insectes. Hein. C'est exactement la compagnie Wild Hornet ukrainienne donc, qui produit ces drones anti-drones ukrainiens. Et donc, effectivement, ça peut faire partie de l'échange, on va dire, du côté ukrainien vers les pays occidentaux, les pays du Golfe qui se battent contre l'Iran actuellement. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur Vladimir Poutine, le président du Conseil européen, Antonio Costa, est même allé jusqu'à dire que la Russie était le seul gagnant de cette guerre. C'est paradoxal où Moscou voit un allié de plus vaciller après, on le rappelle, la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Oui, c'est paradoxal parce qu'évidemment, la Russie d'ailleurs était assez silencieuse sur ce conflit, enfin sur cette attaque du 28 février contre l'Iran, contre les infrastructures militaires et pétrolières et économiques. La Chine aussi, l'autre grand allié de l'Iran, a également été relativement discrète et pour cause, les pétroliers de la Chine ou à destination de la Chine passent toujours actuellement par les détroits d'Ormuz et ne sont pas ciblés donc par les drones navals et les bateaux kamikazes et surtout les drones de la part aérienne de la part de l'Iran. Alors oui, c'est paradoxal, mais en tout cas, ça permet de remettre en selle en partie l'économie de la Russie, même si c'est un allié en moins, comme la Syrie de Bachar el-Assad, effectivement, comme vous le disiez. En tout cas, le régime iranien n'est pas à terre, il est toujours debout et il y a une sorte de résilience, de reproduction du ou des pouvoirs. C'est un pouvoir qui est quand même assez polymorphique, hein, de différentes formes que le pouvoir ou les pouvoirs iraniens. Évidemment, il ne s'agit pas de comprendre qu'on puisse décapiter comme une structure pyramidale la hiérarchie politico-religieuse et militaro-religieuse de l'Iran. Quand on tue le guide suprême, il y en a un autre qui apparaît. Et pareil pour les autres piliers de ce régime iranien qui est composite, hein, que ce soit les Pasdaran, les Bassidji, et bien sûr la guidance et tous les satellites de l'Assemblée des experts autour. Donc c'est compliqué, mais en tout cas, ce n'est pas négatif totalement pour la Russie. En tout cas, cela lui permet d'abonder son trésor de guerre, parce qu'on sait très bien que 25% du budget de l'État russe dépend donc de la rentrée des hydrocarbures, de la vente du pétrole et du gaz. Et en tout cas, là, ça permet effectivement, pendant quelques mois ou quelques semaines, à Poutine de souffler par rapport à la guerre en Ukraine. Mais l'effort de guerre continue de peser lourdement sur l'économie russe aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr, absolument. Alors, la population en souffre. Vous savez bien sûr qu'elle n'a pas droit au chapitre. Et puis, deuxièmement, il y a une sorte de propagande, en fait, qui fait en sorte qu'au-delà de la peur, le peuple russe est obligé d'être en adéquation avec la parole du Kremlin. En tout cas, oui, c'est cumulatif. Il y a eu, il y a quelques mois, donc, des directeurs, des dirigeants de grandes compagnies russes qui ont alerté le Kremlin en disant, attention, si les sanctions continuent, à la fin de 2026, il y aura peut-être un tiers, c'est eux-mêmes qui le disent, un tiers, tenez-vous bien, des entreprises de moyenne et de grande importance russes qui risqueraient d'être en faillite. Donc évidemment, l'information est remontée au Kremlin. Le Kremlin poursuit néanmoins son effort de guerre, mais connaît cette équation. Ça peut être compliqué effectivement et la grande erreur, évidemment, pour le Kremlin, ça a été, même si on ne le reconnaît pas à Moscou, ça a été d'attaquer Kiev. Non pas d'attaquer le Donbass en février 2022, mais d'attaquer Kiev, pardon, dont on pensait que la capitale ukrainienne allait tomber en 3 jours. Et regardez, au bout de 4 ans, elle est toujours debout. Donc c'est un effort de guerre qui est très coûteux à tout niveau, au niveau militaire, bien sûr, au niveau humain, au niveau économique, au niveau diplomatique, et peut-être même au niveau du prestige. C'est moins important, évidemment, pour Poutine et le Kremlin, mais quand même, il y a un coût dans la relation avec les pays du Sud et les alliés traditionnels de la part de la Russie. Et je passe la parole à Gauthier Rybinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Olivier Weber. Une question à propos de ce que vous venez de décrire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun, finalement, c'est peut-être un truisme que je dis là, mais entre cette Russie qui fait fi des coûts faramineux de cet engagement contre Kiev et cet Iran qui aussi semble prêt éventuellement à aller jusqu'au bout, coûte que coûte, si ce n'est peut-être, et vous aviez raison de le souligner, de ne pas toucher à la reproduction, à la capacité de reproduction du régime. Il y a là quelque chose de, comment dirais-je, qui relève plus de l'idéologie et de la représentation qu'on se fait de ce que doit être la patrie, plutôt que de surveiller les cordons de la bourse. Est-ce que vous seriez d'accord là-dessus ? Oui, absolument, parce qu'en fait, il y a deux réponses à votre question. D'une part, ces deux régimes ont en commun de vouloir garder la face. C'est très important de ne pas être pris en défaut, de dire qu'on... Alors pour l'un, évidemment, c'est l'agresseur, c'est la Russie, dire que non, nous ne sommes pas les agresseurs, nous sommes les agressés. C'est le message qui est passé aux pays du Sud, en particulier, ça va du Brésil à l'Afrique et à d'autres pays dans le monde. Donc nous sommes les agressés, venez à nous, etc. Donc il y a une volonté de garder la face, et pareil pour l'Iran, qui est dans une position défensive, mais qui peut encore avoir une capacité de nuisance peut-être moins tant sur Israël, sur la longue portée, que sur la moyenne portée, donc sur les pays du Golfe. Et ce qu'on oublie aussi, c'est sur les capacités de répression
à l'intérieur de la population iranienne. Et deuxièmement, justement, c'est ça l'autre point commun entre la Russie et l'Iran, c'est que la variable d'ajustement, c'est quoi? C'est la population civile. C'est-à-dire que même s'il y a un coût très élevé à payer au niveau sacrifice humain, au niveau aussi économique pour les deux populations russes et donc iranienne, cela ne fait pas partie des priorités des deux régimes. Au contraire, il faut absolument aller de l'avant et continuer dans un but guerrier, qu'il soit offensif pour la Russie et pour l'instant plutôt défensif de la part de l'Iran. Et Gauthier Rebinski était plutôt d'accord avec ce que vous venez de dire. Merci beaucoup Olivier Weber d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24 et à bientôt sur nos antennes.